Les adolescents passent 3 à 7 heures par jour en ligne. Les parents postent de plus en plus de photos de leurs bambins sur les réseaux, depuis bien souvent leur tout premier jour de vie. Bien que les prédateurs sexuels existaient bien avant l'apparition d'Internet, Internet leur offre en fait un tout nouveau terrain de chasse. Tant et si bien que la moitié des contenus qu'ils collectionnent leur sont fournis par les parents eux-mêmes, et que l'âge moyen des enfants en vidéo ou en photo sur ces plateformes ne cesse de baisser et atteint les 8 mois. À l'aube des années 2000, certains secteurs professionnels se sont extasiés des fantastiques apports positifs que le web allait offrir à tout un chacun. Ils ne percevaient pas une autre face bien plus sombre. Ces individus, les pédocriminels, allaient enfin pouvoir se retrouver et donner libre cours à leurs bas instincts. L'instantanéité, la facilité du contact, la possibilité de rester anonyme, de se faire passer pour un ou une autre, les nombreux moyens qui ne cessent de proliférer. Internet est le moyen pour les pédocriminels d'assouvir leurs pulsions et de faire en sorte que leurs fantasmes deviennent une réalité d'un simple clic. Quel parent va aujourd'hui laisser son enfant seul dans un square sans surveillance, avec un inconnu? Personne. Et pourtant, c'est ce que nous faisons tous les jours avec Internet. Cet extrait de Derrière les écrans, écrit par l'enquêtrice de la brigade de protection des mineurs Véronique Béchu, donne un aperçu assez parlant de la problématique de la pédocriminalité en ligne. Un enfant victime de pédocriminalité en ligne a la particularité d'être victime encore et encore et encore à chaque fois que son image est revue. Je reçois aujourd'hui Angèle Lefranc, chargée de plaidoyer au sein de la Fondation pour l'enfance, qui agit auprès des pouvoirs publics, des institutions, pour pousser à l'adoption de lois, de règlements, de politiques plus protectrices des enfants. Ensemble, nous analysons le contexte culturel qui permet la prolifération de la pédocriminalité, mais aussi les infrastructures proposées par les géants du net. Je la questionne sur le profil de l'agresseur et comment s'en prémunir. Et enfin, nous donnons quelques clés aux parents pour mieux protéger leurs enfants, pour que leur image soit préservée et que leur innocence aussi. Je suis Myriam Bénis, coach et hypnothérapeute, et je vous souhaite la bienvenue dans Rôle Modèle, le podcast et la communauté des parents protecteurs. Okay. Bonjour Angèle. Bonjour. Je suis ravie de vous compter parmi les invités du podcast. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter l'association? Oui, donc moi je suis Angèle Lefranc et je suis chargée de plaidoyer à la Fondation pour l'enfance. La Fondation pour l'enfance, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui a été créée en 1977 par Madame Anne-Hélène Giscard d'Estaing, du temps où elle était première dame, et avec pour mission de lutter contre les violences faites aux enfants. Ce qui était assez novateur pour l'époque. Les violences faites aux enfants, et même les enfants de manière globale, c'était pas tellement un sujet de société. Donc voilà, depuis de près de 50 ans maintenant, la Fondation a vraiment cette vocation de lutter contre les violences faites aux enfants, de protéger les enfants, de défendre leurs droits et de manière globale de repenser aussi la vision que la société française notamment a de l'enfant et un peu redéfinir sa place dans cette société. À la Fondation, donc on mène des actions de plaidoyer à destination des pouvoirs publics. Donc on va à la rencontre des parlementaires, on va à la rencontre des ministères, d'autres institutions telles que le Défenseur des droits par exemple, pour essayer de pousser à l'adoption de lois, de règlements, de politiques plus protectrices des enfants, enfin pour les enfants, et aussi qui permettent de satisfaire ces droits qui sont déclarés dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Et on mène aussi des actions de communication et de sensibilisation à destination des parents, mais aussi à destination des professionnels.
nos actions, toutes nos préconisations, tous nos messages sont vraiment fondés scientifiquement. On a de la chance d'avoir un très gros réseau d'experts, que ce soit des chercheurs ou des médecins. Et tous nos messages, toutes nos actions, tous nos ateliers, tous nos outils sont validés pour être au plus proche des dernières avancées de la recherche. Pour nous, c'est important d'être vraiment fondé scientifiquement et de pas adopter des postures dogmatiques, mais que tout ça se soit sourcé. Et voilà. Et donc, parmi les sujets sur lesquels la Fondation est particulièrement experte, c'est le sujet de l'exploitation sexuelle des mineurs en ligne. Du coup, en préparant ce podcast, j'ai essayé un peu de définir qu'est-ce que l'exploitation sexuelle des mineurs en ligne. Et en fait, je me suis retrouvée bien embêtée parce que j'ai trouvé ça extrêmement compliqué. Pourquoi extrêmement compliqué? Parce qu'en fait, avec l'essor, le développement d'Internet et ensuite de toutes les nouvelles technologies, l'exploitation sexuelle des mineurs en ligne, c'est un phénomène qui s'est diversifié, qui s'est complexifié. Mais globalement, ça renvoie à toutes les violences sexuelles faites aux enfants par un canal numérique. Donc, plutôt que de donner une définition un peu conceptuelle, je vais plutôt donner des exemples de ce qui caractérise l'exploitation sexuelle des mineurs en ligne. C'est d'abord le partage, la diffusion, l'enregistrement d'images ou de vidéos à caractère sexuel d'enfants. Ça peut être aussi ce qu'on appelle le grooming. Donc, c'est le fait pour, le plus généralement, c'est un adulte, de rentrer en contact avec un enfant sur Internet, de le mettre en confiance et ensuite de solliciter des faveurs sexuelles. C'est aussi, ça peut être de la sextorsion. Donc ça, c'est plus, encore une fois, le fait pour une personne de rentrer en contact avec un enfant sur Internet, de le mettre en confiance et ensuite de lui extorquer de l'argent ou des contenus à caractère sexuel. Ça peut être aussi le revenge porn, donc c'est le fait pour... alors c'est généralement dans des contextes de rupture amoureuse, pour un des partenaires de publier des photos ou des vidéos à caractère sexuel de son ex-partenaire pour se venger. Et ça peut être aussi le sexting, donc le fait d'envoyer des contenus à caractère sexuel non sollicités par la personne. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est un phénomène très divers et qui s'est beaucoup complexifié ces 20 dernières années. Tant qu'on est dans la partie définition, est-ce que vous pourriez définir aussi le live streaming aussi? Oui, oui, c'est vrai. Du live. Le live streaming est un phénomène majeur aujourd'hui. C'est le fait alors le plus souvent, c'est des personnes qui se trouvent dans les pays occidentaux, notamment la France, de commanditer depuis ces pays dans lesquels ils sont des viols ou des agressions sexuelles en live qui se déroulent dans un autre pays. Généralement, c'est des pays plutôt d'Asie du Sud-Est et c'est un très gros phénomène aux Philippines. Donc c'est pour donner un exemple, c'est un homme français de 35 ans qui rentre en contact avec une maman philippine et qui lui dit je t'envoie 50 euros, enfin l'équivalent de 50 euros, et je veux que tu violes ta fille en live devant la caméra pour moi. Et ça, c'est un phénomène, voilà, encore une fois, majeur et qui se développe énormément. Alors c'est vrai que dans les références que vous avez pu me communiquer justement pour prendre connaissance du sujet, il y a le livre de Véronique Béchu que je mettrai en référence en description de l'épisode. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'à un moment, elle parle d'un agresseur qu'elle auditionne et qui explique que finalement, pour lui, c'est très virtuel tout ça, qu'il ne fait que collectionner des images. Et en fait, elle le suit sur plusieurs années, puisque bah, évidemment, il y a de la récidive. Ce qui est intéressant sur cette partie-là, c'est qu'elle a aussi le retour d'un psychiatre. Et ce qui est intéressant dans la définition que vous donnez, et vous l'avez aussi donné dans un certain ordre, c'est que c'est un continuum de la violence. C'est que ça commence par des choses simples comme simple entre guillemets, récupérer les photos que les parents vont poster par exemple sur Instagram,
Donc c'est de la collection d'images qu'on va dire plus ou moins innocentes, à des choses qui relèvent du viol caractérisé en fait. Du suicide d'enfants quand on est dans de la sextorsion. Il y a un certain nombre d'adolescents qui ont mis fin à leur jour parce qu'ils se retrouvaient au pied du mur et pas avec la maturité de prendre des solutions autres que mettre fin à leur vie. Donc, c'est le niveau de gravité est graduel au travers de ce que j'ai pu lire, c'est que c'est une escalade en fait. Euh, Ouais, une, une transgression en emmène une autre en fait. absolument. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel nous, on insiste énormément parce que, comme vous disiez, il y a de la part des personnes qui consomment ces contenus, il y a une sorte de discours euh, pour se dédouaner un peu en disant oui, mais je fais juste regarder, je ne touche pas un vrai enfant, c'est pas si grave, enfin voilà. Et en fait, nous, ce sur quoi on insiste, c'est si en fait c'est une violence sexuelle, c'est une atteinte à l'intégrité physique et morale de l'enfant, c'est une atteinte à sa dignité, même si vous ne touchez pas un enfant. Le fait de regarder ces images, c'est une violence. Et en effet, enfin c'est exactement ça. Vous parliez de continuum. Euh, une personne qui consomme du contenu pédocriminel va pas forcément passer à l'acte sur un enfant. Par contre, quand il y a passage à l'acte, dans la plupart des cas, il y a eu consommation de contenu pédocriminel en amont, et c'est 40% des affaires de l'office mineur, donc qui est l'office de la police judiciaire qui est en charge de justement de toutes les infractions faites aux mineurs. 40% de ces affaires, quand il y a eu consommation, enregistrement, partage de contenu pédocriminel en ligne, il y a eu passage à l'acte. Donc on peut pas en fait séparer les deux. C'est un continuum, l'un entraîne l'autre. Et oui, et c'est un continuum des violences sexuelles faites aux enfants, mais c'est un continuum des violences faites aux enfants de manière générale. Parce que dans la violence sexuelle en ligne, par exemple dans la sextorsion, euh, il y a de pair aussi une violence psychologique. Il y a le fait de manipuler un enfant, de le trahir. Euh, et aussi, il peut y avoir, enfin, ça peut être des violences sexuelles indirectes dans le sens où on publie la photo ou la vidéo d'un enfant, une vidéo à caractère sexuel d'un enfant. Mais en fait, cette photo ou cette vidéo montre des viols ou des agressions sexuelles directes faites sur un enfant. Et donc, du coup, c'est vraiment c'est un imbroglio de toutes les violences qui sont faites aux enfants. Et en effet, c'est aux États-Unis en 2023, il me semble, c'était 4% des affaires de sextorsion ont abouti au suicide du jeune qui en était victime. Parce que face au chantage de tu m'envoies 500 euros ou je publie des photos de toi à tous tes contacts, bah, un ado de 16 ans qui a pas 500 euros et enfin qui se retrouve à soit je peux pas donner l'argent et sinon je vais avoir des photos de moi qui vont circuler, bah face à ça un jeune qui en plus ne sait pas vers qui se tourner, il est désespéré et donc il va avoir recours à ces solutions dramatiques. Du coup, sur la question de l'exploitation sexuelle des mineurs en ligne, est-ce qu'on peut exposer déjà quelques chiffres? Ça représente quoi en termes de victimes, en termes d'agresseurs, en termes d'hébergement aussi des contenus pédocriminels? En 2023, selon le NECMEC, donc c'est la plateforme de signalement américaine, il y avait 100 millions de contenus pédocriminels qui circulaient sur Internet. Et ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est les contenus dont on a connaissance. Sauf que on peut se douter qu'il y a énormément de contenus qui tournent et en fait, qui ne sont pas forcément signalés. Et donc, on ne peut qu'imaginer, et encore c'est compliqué, le nombre réel de contenus. Un autre chiffre extrêmement important à garder en tête, c'est que 50%, donc la moitié des contenus pédocriminels qui circulent sur des forums pédocriminels, justement, sont des contenus qui ont été initialement postés
par des parents sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est assez alarmant et interpellant parce que ça montre à quel point, en fait, les photos, les vidéos qui sont postées par les parents de manière totalement innocente sont détournées par des personnes malveillantes. Un autre chiffre, c'est que et qui montre à quel point les victimes sont de plus en plus jeunes, c'est que 98% des enfants représentés sur les contenus pédocriminels sont des enfants de moins de 13 ans. Et c'est en fait ça peut être enfin ça peut montrer jusqu'à des bébés, enfin des nourrissons, des nouveau-nés. Et à l'office mineur, du coup, en 2023, l'âge moyen des enfants sur les contenus qui leur étaient remontés était de 8 mois, il me semble. Un autre chiffre, et voilà, qui témoigne aussi vraiment de l'explosion de ce phénomène de la sextorsion et qui doit interpeller, c'est que les signalements pour des faits de sextorsion à l'office mineur, l'OFMIN donc, ils ont augmenté de 2300% entre 2022 et 2024. 2300%. C'est-à-dire qu'en 2022, il y a eu à peu près 1000 signalements de faits de sextorsion à l'OFMIN et en 2024, c'était près de 29 000. Donc c'est une pratique qui vraiment explose. Ouais. Après, moi, il y a effectivement, il y a une chose que je souhaite aborder dans le podcast, c'est le caractère systémique de ces violences. La question, c'est qu'est-ce qui fait qu'en France, dans le monde, on se retrouve justement avec cette exploitation sexuelle des mineurs? Pourquoi les enfants sont de plus en plus jeunes? Quel est le terreau finalement qui favorise tout ça à une échelle sociétale en fait? Pour nous, l'exploitation sexuelle des mineurs en ligne, en fait, c'est le symptôme des rapports de domination dans la société. C'est quelque chose dont on parle déjà énormément, notamment de la domination des hommes sur les femmes. Mais on a une société qui est marquée par une culture de la domination et de la discrimination par une partie de la population sur d'autres parties. Donc ces catégories de la population qui subissent ces dominations, c'est les femmes, mais c'est aussi les enfants, c'est les personnes âgées, c'est les personnes en situation de handicap. Donc voilà, on a énormément de formes de domination, de discrimination, et en fait, ce qui favorise l'exploitation sexuelle des mineurs en ligne, c'est d'une part la domination masculine sur les femmes, c'est le fait que les hommes se permettent de s'approprier les femmes et notamment leur corps. Et d'ailleurs, c'est 95% des contenus pédocriminels qui ont été signalés aux plateformes de signalement représentent des filles. Donc on voit bien qu'il y a cette dimension genrée aussi dans la pédocriminalité. Et d'autre part, c'est la domination de l'adulte sur l'enfant. C'est le fait que les adultes, de manière globale, alors on parle d'adultes, pour dire que c'est aussi bien les hommes que les femmes, mais c'est majoritairement, malgré tout, des hommes, s'approprient l'enfant, et notamment se permettent de s'approprier leur corps. Et donc en fait, l'exploitation sexuelle des mineurs en ligne, c'est juste le symptôme de ces rapports de domination, de discrimination, et c'est des individus qui se sentent suffisamment puissants et suffisamment légitimes pour objectifier le corps des enfants, pour assouvir leurs besoins, entre guillemets, que ce soit leurs besoins de puissance, leurs besoins sexuels. Pour nous, c'est vraiment de là que ça part, et c'est pour ça que c'est un phénomène qui est sociétal et pas spécifique à la France. C'est que globalement, le monde, enfin voilà, la domination, les rapports de domination, ils concernent tout le monde, tous les pays, et la France n'en fait pas, n'est pas une exception. Et après, sur un autre symptôme, et qui est typiquement français. Alors, je connais pas forcément très bien toutes les sociétés dans le monde, mais c'est vraiment, en fait, en France, on a cette
sexualisation de l'enfant et une sorte de romantisation de l'inceste, et qui a démarré notamment avec la libération sexuelle pendant les événements de mai 68, donc tout ce qui était il est interdit d'interdire. Et cette libération sexuelle, elle a marqué aussi bien les rapports sexuels, enfin les désirs adultes vis-à-vis des enfants. Et du coup, dans les années 70, 80, 90, à la télévision, on avait de grandes figures intellectuelles, des Matzneff, des Cohn-Bendit, qui se permettaient de dire vraiment ouvertement que eux, ils étaient attirés par les mineurs, qu'ils avaient des relations sexuelles avec des mineurs, et que c'était quand même beaucoup plus sympa parce qu'ils découvraient, etc., etc. Et donc, ça a vraiment participé à cette sexualisation de l'enfant, cette romantisation de la sexualité de l'enfant, et notamment des rapports sexuels entre les majeurs et les mineurs. Et puis aussi, on a une société française qui est très marquée par une vision de l'enfant séducteur, l'enfant manipulateur. Et ça revient un peu à ce que je disais au début quand je parlais de repenser la vision que la société a de l'enfant, repenser la place que l'enfant a dans la société. Notre société française, elle est quand même assez marquée par cette idée que l'enfant, il manipule, il séduit. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, notamment dans des auditions par la police, ou des décisions de la justice, où en fait des enfants dénoncent des violences sexuelles qu'ils ont subies de la part souvent de leur famille, de leurs proches, de leur grand-père, de leur père. Et on a dans des procès-verbaux de la police ou de la gendarmerie l'enfant séduit, l'enfant regarde d'une certaine manière, etc. Et ça aussi, ça participe énormément à ce phénomène de l'exploitation sexuelle des mineurs. Et puis, dernière chose qui est assez, alors pas que spécifique à la société française, mais qui reste, enfin, ça reste très marqué chez nous, c'est euh, on, on cherche à défendre une liberté d'expression et une liberté de création aussi, un peu sans condition. Et quand je parle de ça, je pense notamment aux bandes dessinées de Bastien Vives, qui est un BDiste qui a eu énormément de succès, qui continue à avoir du succès, et qui en fait a écrit des bandes dessinées qui parlaient et qui montraient des images d'inceste, enfin des dessins d'inceste. C'était des histoires d'un petit garçon qui avait un pénis extrêmement large, et qui du coup voilà, avait des relations sexuelles avec sa sœur, avec sa mère. Et c'est Ça, totalement banalisé. Et qu'en fait, si on s'attaque à ça, nous, à la Fondation pour l'enfance, on a porté plainte contre Bastien Vives et contre ses maisons d'édition pour ces bandes dessinées-là, parce que c'est une représentation d'un enfant qui a caractère sexuel, c'est une représentation de l'inceste. Et ça, c'est quelque chose qui est incriminé par le code pénal. C'est interdit en France. Et on a encore toute une partie de la population qui dit oui, mais la liberté d'expression, blablabla, la liberté de création, c'est un artiste, c'est une façon aussi comment dire, j'ai plus le mot, mais voilà, d'exprimer, de faire sortir d'éventuelles pulsions. Enfin bon, et on a quand même toute une partie de la population qui s'indigne face à ce genre de création, mais on a aussi toute une partie de la population qui dit mais non, mais bah, on reste encore dans ce truc de il est interdit d'interdire, c'est la liberté de création, etc., etc. Donc c'est en effet, c'est l'exploitation sexuelle des mineurs en ligne, c'est le symptôme de tout un tas de schémas, de relations de pouvoir qui sont ancrées dans notre société, aussi bien en France, mais de manière globale. Et en fait, ça, c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir parce que on a souvent tendance à dire, bon, il n'a pas été condamné ou ça n'a pas abouti parce que il n'y a pas de preuves. Et puis du coup, le fait que il n'y ait pas de condamnation, c'est une façon de légitimer ce type de production artistique. Euh, mais justement, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment déjà, il est nécessaire de légiférer et il est nécessaire de pénaliser et comment la structure
judiciaire et légale, finalement, favorise ou non ce type d'agissement. Et c'est vrai que dans les reportages qu'on peut voir sur la pédocriminalité, je trouve qu'il y a un exemple qui est très frappant, c'est celui des Philippines, où en fait, dans le cas du live streaming, donc il y a des ONG qui cherchent à identifier les agresseurs, à les faire condamner. Et en fait, l'État philippin considère, en fait, dans la loi, il est considéré que si on n'a pas un témoin physique de l'acte, on peut avoir des vidéos, on peut avoir des images, mais si on n'a pas un témoin sur place, eh bien, ce n'est pas matérialisé. Et c'est absolument terrible en fait. C'est terrible. Et donc la conclusion, en tout cas moi que j'en tire, c'est que il y a une certaine volonté à laisser ce type d'agissement perdurer. Et la question qu'on peut se poser, c'est en France, parce qu'on sait à quel point bon, il y a un certain cadre légal qui permet de condamner un certain nombre d'actes, bien que, donc, comme vous le disiez, enfin, déjà, la première chose, c'est effectivement, il y a ces logiques de domination, ce sont des hommes. Donc Véronique Béchu commence comme ça son livre en disant la pédocriminalité n'a pas d'âge, n'a pas de classe sociale, mais par contre, elle a bien un genre, et c'est bien le genre masculin. Et elle explique bien comment, en fait, quand il peut y avoir des femmes avec des pratiques déviantes, eh bien finalement, les femmes vont quasiment jamais poster ça en ligne. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous confirmez de votre côté, mais en tout cas, il y a cette logique de genre. Oui, bah, ça, nous, en tout cas, c'est en effet ce qu'on constate, alors pas directement, c'est enfin, les retours qu'on a d'enquêteurs comme Véronique Béchu. Nous, on n'est pas confrontés à des images de ce type, mais c'est vrai que, par exemple, donc, à la Fondation, on se constitue partie civile dans des affaires justement de violences sexuelles faites aux enfants, notamment en ligne. Donc c'est des affaires aussi bien de diffusion, captation, enregistrement d'images à caractère sexuel d'enfants, mais c'est aussi des affaires de corruption de mineurs, de viol et d'agression sexuelle. Et, dans la quasi-totalité des affaires dans lesquelles on est constitué partie civile, la personne mise en cause est un homme. Et il y a quelquefois des femmes, mais c'est souvent des femmes qui sont complices d'un homme, qui ont pas soit qui ont pas protégé l'enfant, qui n'ont pas dénoncé, etc. La plupart du temps, c'est un homme, et c'est d'ailleurs Véronique Béchu, il me semble qu'elle dit dans son livre que c'est 90% des personnes mises en cause qui sont des hommes. Donc en effet, la pédocriminalité en ligne a un genre, ça c'est sûr et certain. Et d'un point de vue incrimination, d'un point de vue législatif, légal, c'est vrai qu'en France, on a quand même un droit pénal qui est assez relativement à jour des nouvelles pratiques. Alors malheureusement, et c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup à la Fondation, c'est pas encore un droit pénal qui est à jour, notamment du phénomène de l'utilisation de l'IA générative dans la pédocriminalité en ligne. Mais par contre, voilà, il y a le live streaming est incriminé par le droit pénal français, la sextorsion aussi, etc. Après, il y a toujours le problème de la preuve qui peut être compliqué à ramener. Et ça peut arriver qu'il y ait en effet des classements sans suite. Encore une fois, enfin, il faut bien garder en tête que classement sans suite, ça ne veut pas dire que la personne est innocente. Ça veut dire que il y avait pas suffisamment de preuves qui ont permis d'incriminer la personne qui a été mise en cause. Et enfin voilà, en France, notre droit pénal est quand même assez, on a un arsenal législatif assez fort, mais quand c'est des faits de pédocriminalité à l'étranger, c'est sûr qu'on se retrouve confronté aux éventuelles lacunes, ou en tout cas au fait que les autres droits pénaux ne sont pas aussi avancés que le droit pénal français. Après, enfin, ce qui est quand même plutôt bien fait dans notre droit, c'est que dès lors que la victime est française ou la personne mise en cause est française, même pour des faits à l'étranger, les juridictions françaises
peuvent juger. Les juridictions françaises sont compétentes. Et notamment, on a eu une affaire fin 2023 dans laquelle on était constitué partie civile d'un Français qui était professeur de français en Asie du Sud-Est et qui, sur ses week-ends, ses vacances, se rendait notamment en Malaisie pour avoir recours au service de prostituées mineures. Et donc, il n'y avait aucune des victimes qui étaient françaises. Les viols, les agressions sexuelles n'ont pas eu lieu en France, mais la personne mise en cause étant française, la cour criminelle de Paris a pu juger cet homme et a pu le condamner à la peine maximale de 20 ans d'emprisonnement. Mais en fait, c'est sûr que l'exploitation sexuelle des mineurs en ligne, elle pose vraiment la question de la coopération internationale, la coopération judiciaire et voilà, comment tous les pays travaillent pour avoir des réponses policières, judiciaires, des réponses pénales cohérentes et coordonnées et adaptées en fait. Et ça, c'est tout un travail. C'est notamment, en ce qui concerne l'exploitation sexuelle des mineurs en ligne, l'Union européenne a une très grosse compétence pour légiférer là-dessus. Voilà, mais après ça va au-delà. C'est sûr que c'est vraiment des questions de relations internationales, de négociations internationales, et on fait énormément de plaidoyer auprès des pouvoirs publics français pour que justement ils prennent le lead sur ce genre d'initiative pour harmoniser les réponses au niveau international pour qu'il y ait une vraie répression de l'exploitation sexuelle des mineurs en ligne à toutes les échelles, quoi. Mais déjà en France, sur le terrain français, euh, qu'est-ce qui pourrait améliorer, réduire le gap entre l'arsenal législatif et la matérialisation de la preuve? Parce que on sait que dans tous ces cas-là, il y a quand même beaucoup de cas d'inceste, donc ce sont les parents, en l'occurrence le père ou l'oncle, le grand-père ou le frère qui sont à l'origine de l'acte, et donc ça pose la question du huis clos et puis du coup, la preuve. Comment on peut réduire ce gap-là et faire en sorte que ces affaires-là puissent aboutir plus directement, en fait. Alors, du coup, quand c'est des cas que ce soit de l'inceste ou non, enfin, voilà, que ce soit dans le cadre familial ou non, alors, enfin, plus généralement, c'est quand même dans l'environnement proche de l'enfant. Dans le cadre de l'exploitation sexuelle en ligne, les photos sont des preuves. Elles sont des preuves en elles-mêmes. En fait, le gros enjeu aujourd'hui, face au nombre de victimes, euh, c'est les capacités des forces de l'ordre à répondre à l'ensemble des signalements qu'ils reçoivent, à l'ensemble des contenus qu'ils reçoivent. Aujourd'hui, donc encore une fois, on a l'OFMIN qui est un office de la police nationale qui est spécifiquement dédié à la protection des enfants. Mais l'OFMIN, ils sont 50 en comptant toutes les fonctions support. Et sauf qu'ils reçoivent l'équivalent de 870 signalements par jour. Donc autant vous dire que 50 personnes pour traiter l'ensemble de ces signalements, c'est clairement pas suffisant, sachant que en plus, encore une fois, avec l'émergence de nouvelles technologies type IA générative, on craint une très forte augmentation du volume de contenu pédocriminel circulant et donc une augmentation des signalements. Et donc déjà que les services de police doivent prioriser les affaires sur lesquelles ils enquêtent. Mais alors, si on a une explosion du nombre de contenus, ça va être encore plus catastrophique. Et là, aujourd'hui, il y a pas suffisamment de ressources humaines pour traiter l'ensemble de ces signalements. Et nous, c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste auprès des pouvoirs publics. Il faut renforcer les capacités. Il faut renforcer les capacités des forces de l'ordre pour enquêter et pour être sûr que l'ensemble des signalements, ou presque, puissent être traités et qu'il puisse y avoir des enquêtes et qu'on puisse identifier des enfants qui sont victimes et qu'on puisse du coup les mettre sous protection. Et un autre enjeu qui est posé par ces nouvelles technologies, c'est en plus de la hausse du volume de photos et de vidéos, c'est que donc on a de plus en plus de contenus qui sont générés par l'IA. Sauf que l'IA générative,
et s'améliore de jour en jour. Et donc, du coup, c'est extrêmement compliqué de faire la distinction entre un contenu réel, entre guillemets, dans le sens où qui n'a pas été généré par l'IA, et un contenu virtuel qui a été généré par l'IA. Et si comme c'est compliqué de faire la distinction, les forces de l'ordre passent énormément de temps, et le risque, c'est que du coup, c'est du temps qui ne soit pas passé pour identifier des enfants qui sont aux mains d'agresseurs, de violeurs, et qu'on puisse pas les protéger. Donc pour nous, il y a un véritable enjeu là-dessus sur encore une fois, les capacités humaines et aussi les capacités techniques des forces de l'ordre à répondre à cette crise en fait de l'exploitation sexuelle des mineurs en ligne, à cette crise des contenus pédocriminels qui circulent, pour pouvoir protéger les enfants et voilà. Et encore une fois, avec l'exploitation en ligne, c'est l'avantage entre guillemets, c'est que l'image est une preuve en elle-même. Mais c'est ça aujourd'hui l'enjeu principal. Alors sur l'aspect systémique, il y a aussi le rôle des géants du net, des fournisseurs d'accès. Alors, ce que j'ai découvert, c'est que l'Europe était le continent qui détenait, qui hébergeait le plus de contenu à caractère pédopornographique, et que Free, à lui seul, héberge 48% des fichiers pédocriminels. Donc la France a quand même son rôle là-dedans. Et effectivement, il avait fallu que Free soit dénoncé publiquement pour que finalement il commence à mettre en place des infrastructures qui permettent d'éviter ce genre d'hébergement. En effet, la France, c'est le 5e hébergeur de contenu pédocriminel. Donc la France a un rôle à jouer dans cette protection. Et en fait, au-delà des États, on a besoin de l'investissement de tout le monde, que ce soit les pouvoirs publics, les États, les entreprises et la société de manière générale. Ce que vous disiez sur Free, c'est vrai de tous. Les entreprises, il y en a extrêmement peu qui vont mettre en place des solutions de modération, des solutions de détection, des solutions de signalement, parce qu'en fait, ça coûte de l'argent. Et donc, du coup, si elles ne sont pas obligées légalement de mettre en place ces solutions, c'est vraiment en fonction de la volonté de chacune. Et dans les faits, il me semble que c'est sur l'ensemble des contenus pédocriminels signalés, il y a 95% de ces contenus signalés qui ont été signalés par Meta. Sauf qu'il n'y a pas que Meta qui existe, il y a plein d'autres plateformes, donc il y en a énormément qu'on connaît, mais d'autres qu'on ne connaît pas forcément, et ça montre à quel point il y a un vrai manque d'engagement des entreprises dans cette modération et dans des solutions de signalement. Alors encore une fois, il y a des efforts faits par certaines, mais quelquefois il faut des solutions radicales pour en obtenir, et notamment on se souvient peut-être de l'arrestation de Pavel Durov, le fondateur de Telegram, fin août l'année dernière, donc arrêté par les autorités françaises pour absence de coopération justement avec les autorités compétentes sur tout un tas de sujets, notamment la pédocriminalité en ligne. Donc il a été arrêté, il a été mis en examen. Nous, la fondation s'est constituée partie civile. Et quelques semaines plus tard, Telegram a annoncé qu'ils allaient mettre en place des vraies solutions de modération. Donc il faut que le fondateur soit arrêté pour que des solutions soient mises en œuvre. Et nous, aujourd'hui, un sujet sur lequel on est très engagé, c'est l'adoption par l'Union européenne d'un règlement qui permettrait d'obliger, dans certaines conditions respectueuses aussi du droit à la vie privée et de la liberté d'expression, d'obliger les plateformes à détecter les contenus pédocriminels et à les signaler et à les retirer. Aujourd'hui, elles n'ont pas cette obligation. Encore une fois, c'est vraiment sur la base du volontariat. Sauf que en fait, c'est la grande majorité, je crois que c'est 9 enquêtes sur 10, ou 8 enquêtes sur 10, 9 enquêtes sur 10 qui sont ouvertes dans l'Union européenne pour des contenus pédocriminels. En fait, c'est des contenus qui ont été signalés par les plateformes. Et c'est elles qui ont vraiment la capacité à détecter, à trouver ces contenus-là, et donc
à endiguer le plus possible l'exploitation sexuelle des mineurs en ligne. Mais aujourd'hui, c'est un règlement qui est en discussion depuis maintenant près de 3 ans et qui n'a toujours pas été adopté parce que en fait, il y a aussi tout un lobbying qui est fait contre et aujourd'hui, du coup, on a tout un tas de contenus pédocriminels qui passent à la trappe et qui continuent de circuler sur le net. Merci beaucoup pour cet échange hyper riche. J'espère que ça éclairera beaucoup de parents qui vont soit prévenir ces situations, soit accompagner dans la réparation de leurs enfants, et puis tous les citoyens d'agir pour une meilleure protection de l'enfance. Et Merci ben, beaucoup. merci à vous de m'avoir donné la parole et puis j'espère en effet aussi que ça aura permis d'aider des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes, des nounous. Et n'hésitez pas à vous référer aussi aux associations si vous avez le moindre problème. Et dans la description, je mettrai effectivement les ressources que vous développez au sein de la Fondation de l'enfance. Merci beaucoup. Je suis Myriam Bénis, coach parental et hypnothérapeute. J'aide les parents protecteurs à apaiser les émotions de leurs enfants après une séparation difficile. J'espère que cet épisode vous a plu, éclairé, inspiré à être une meilleure rôle modèle. Si vous souhaitez poursuivre votre engagement, vous pouvez rejoindre la communauté des parents protecteurs. Le lien est en description de l'épisode avec l'ensemble des références citées. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la façon d'être une meilleure rôle modèle, activez la cloche pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une heureuse et merveilleuse semaine.